Gaboriau, merci d'être ici. Bonjour. Vous avez soutenu un doctorat à Paris 1 sur le travail dans les entrepôts dans la grande distribution. Vous êtes actuellement en postdoctorat à l'Université Paris-Est et vous travaillez sur un programme de l'Agence nationale de la recherche, c'est-à-dire c'est un grand programme national, sur une comparaison France-Allemagne dans les métiers de la logistique. C'est bien ça ? Alors, cette audition, elle se déroule dans le cadre d'un débat public sur le projet du port de Dunkerque, qui est un projet de creuser un bassin qui permettra au port d'accueillir plusieurs porte-conteneurs de grande taille. Et le projet prévoit aussi la création d'une zone où s'implanteront des entreprises de logistique. Donc c'est pour ça que nous vous avons invité. Le port prévoit pour cela, le port prévoit en général la création de 16 000 emplois, dont 5 000 dans le Dunkerquois, et une partie de ces emplois sera dédiée à la manutention, à l'entreposage. Et donc, il y a de nombreuses questions que nous nous posons. Donc, de quel emploi s'agit-il ? Ces emplois, pour qui ? Quelles sont les qualifications requises ? Quelles sont les conditions de travail aussi dans ces entrepôts ? Voilà, ce sont toutes ces questions que nous aimerions éclaircir avec vous dans le cadre de ce débat. Merci. Et merci à vous de m'avoir invité. Avant de commencer, je vais peut-être juste vous expliquer d'où viennent mes données, comment fonctionne la recherche, comment elle a fonctionné en tout cas dans mon cas. Donc c'est une thèse qui a été réalisée en grande partie par observation participante. C'est-à-dire que pour réaliser cette thèse, je me faisais embaucher dans des entrepôts et j'ai effectué plusieurs périodes de travail de durée assez longue, de plus de 2 mois, 3 à 4 fois, dans différents entrepôts en observant ce qui s'y passait. Ça, c'est la première partie. Ensuite, j'ai effectué tout un ensemble d'entretiens. Et ça, je le fais toujours aujourd'hui dans le cadre du projet Agence nationale de la recherche, qui s'appelle le projet Worklog dont vous avez parlé. Donc beaucoup d'entretiens avec des salariés de la logistique, avec des responsables, des cadres également. Et il y a toute une partie aussi d'exploitation de données statistiques ou d'archives des entreprises. Donc ça, c'est la façon dont fonctionne un travail de thèse en sociologie. Ce que je vais faire pour cette présentation, je vais découper en 3 parties. Ça va être un petit peu synthétique, mais il ne faudra pas hésiter ensuite à revenir dans les détails. Je vais d'abord parler d'une façon plus générale de l'emploi logistique en France. Qu'est-ce qu'il représente en volume, comment il a émergé, comment il a augmenté et quelles sont les dynamiques actuelles. Ensuite, je reviendrai plus précisément sur le travail en entrepôt. Quel type de métier se déroule dans les entrepôts et comment fonctionnent ces métiers, quel type de problématiques ils soulèvent et notamment de problématiques de santé, j'en parlerai un petit peu aussi. Et la dernière partie, j'essaierai de voir un petit peu comment la logistique s'inscrit dans un territoire et comment la logistique fonctionne en lien avec un territoire. Alors sur l'emploi logistique en France. D'abord pour avoir une idée un peu générale de ce que représentent les emplois de la logistique en France, on est sur 900 000 emplois dans la logistique hors transport, donc uniquement la logistique en excluant les activités du transport. C'est un chiffre qui est très important, qu'on a du mal à se représenter. Une des manières de bien le représenter, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, la logistique, dans ces 900 000 emplois, il y a plus de 800 000 emplois ouvriers. Ce qui veut dire que c'est un secteur qui est très fortement ouvrier. C'est plus de 80% de la main-d'œuvre logistique, plus de 80% de l'emploi logistique qui est de l'emploi ouvrier. Et pour bien se représenter en volume au niveau national, ça représente aujourd'hui plus de 13% des emplois ouvriers en France. Donc c'est un secteur qui est assez peu connu par rapport à la part qui représente une part très importante de l'emploi ouvrier en France. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est de voir que ce chiffre il a fortement augmenté ces 30 dernières années. Par exemple, dans les années 80, au début des années 80, la logistique c'était seulement 8% des emplois ouvriers, on est passé à 13% aujourd'hui. Alors, ça paraît pas si fort que ça, mais en fait, pour des statistiques de l'emploi, c'est une évolution qui est très forte. Donc, je vous l'ai dit, c'est des emplois qui sont très ouvriers, et qui sont beaucoup concentrés dans des entrepôts. C'est la majeure partie de l'emploi logistique. C'est pas forcément celle qu'on connaît la mieux quand on parle d'emploi logistique. On pense souvent aux grands ports, aux grands aéroports. Et en fait, c'est pas forcément le plus important en termes de volume d'emploi. Il y a une image qui est assez efficace pour montrer un peu ce paradoxe, c'est que le métier le plus connu de la logistique, c'est peut-être celui en dehors des chauffeurs routiers. Hein, je l'ai dit, je parle vraiment que de la logistique en mettant de côté pour l'instant le transport. Mais le métier le plus connu côté vraiment logistique, c'est celui de docker. Le docker, c'est un peu la figure de l'ouvrier de la logistique. Aujourd'hui, en France, les dockers, ça représente moins d'1% de l'emploi logistique, donc c'est très très faible en volume par rapport à l'image que ça a.
sur les évolutions, alors j'y reviendrai un petit peu, mais donc il y a une augmentation quand même qui est tendanciellement assez forte ces 30 dernières années. Sur une période assez récente, il y a un ralentissement, un tassement en tout cas de l'emploi logistique. Et je reviendrai un petit peu dessus, on pourra essayer de voir un peu quelles sont les causes, mais pour l'instant, on n'en est pas tout à fait sûr. Pourquoi est-ce que ça a évolué comme ça ces 30 dernières années en France et ailleurs, l'emploi logistique? Alors, différentes choses, hein. Les premiers gros entrepôts qu'on voit apparaître en France, ils viennent de la concentration de la grande distribution. À partir du moment où émerge la grande distribution, où quelques groupes arrivent à concentrer de plus en plus la consommation, ces grands groupes, ils ont besoin de concentrer, de stocker leurs produits dans des entrepôts. Je dis bien stocker parce que là aussi, encore une fois, on a une représentation parfois fausse de l'économie comme elle fonctionne aujourd'hui. Vous savez, on parle beaucoup de flux tendus aujourd'hui, de modèles d'économie en zéro stock. En fait, ces mots-là, ils sont assez trompeurs, hein. Les produits s'arrêtent, ils stagnent, ils sont stockés dans des entrepôts où ils sont manutentionnés. Et en fait, l'entrepôt, c'est un lieu où le flux change de forme. On le stocke à un moment et il n'a pas la même forme quand il rentre et quand il ressort. Dans la grande distribution, par exemple, les palettes qui rentrent dans un entrepôt, c'est des palettes pleines qui contiennent un seul produit. Une palette d'eau, une palette de coca, une palette de conserve. Ces palettes-là, elles sont stockées. Et ensuite, les manutentionnaires dans l'entrepôt préparent des palettes, des nouvelles palettes qui correspondent aux commandes des magasins. Et sur ces commandes, il y a non pas seulement des packs d'eau, mais un pack d'eau, un pack de coca, un peu de conserve, des produits de beauté, enfin tout l'ensemble des produits qu'on peut retrouver ensuite sur nos rayons. Et quand la palette sort de l'entrepôt, elle contient tous ces produits-là. Donc on a un flux massif qui rentre et un flux détaillé qui sort. Et c'est ça qui génère toute une main-d'œuvre ouvrière. Donc la première cause de l'émergence, c'est quand même ça, c'est la concentration de la grande distribution. Ça fait apparaître beaucoup d'entrepôts en France. Et ensuite vont suivre d'autres types d'entrepôts, et par exemple des entrepôts pour l'industrie. Ce qui se passe avec l'industrie, et ce qui s'est passé dans d'autres endroits, mais l'industrie c'est le mieux pour l'illustrer, et c'est la deuxième cause de l'émergence, c'est un phénomène d'externalisation. À partir des années 80, tous les grands groupes dans un ensemble de secteurs externalisent ce qu'ils considèrent comme ne faisant pas partie du cœur de leur activité. Donc pour la grande distribution, le cœur de l'activité c'est la vente, donc tout ce qui n'en fait pas partie, on va l'externaliser, on va avoir recours à de la sous-traitance. Pour l'industrie, même chose, hein, tout ce qui concerne la logistique, le stockage des produits, la gestion des stocks, va être beaucoup externalisé. Ce qui fait qu'en fait, vont apparaître comme des emplois logistiques, des emplois qui auparavant étaient plutôt classés dans l'industrie. C'est des postes de caristes, par exemple, dans une usine automobile, qui, du fait de l'externalisation, vont devenir des postes vraiment logistiques, parce que l'entreprise va externaliser, donc va construire un entrepôt, et apparaît un entrepôt et des emplois qui sont exclusivement logistiques, alors qu'auparavant, ils pouvaient être classés dans l'industrie. Donc c'est quand même une partie de l'emploi logistique, c'est des transferts d'emplois. La troisième cause importante, celle qui est d'habitude citée plutôt en premier, mais en fait qu'il vaut mieux faire venir après pour respecter un peu l'ordre de la hiérarchie, c'est l'augmentation des flux mondiaux et du commerce international. On vit dans des économies aujourd'hui qui fonctionnent beaucoup sur la logistique. On dit souvent qu'aujourd'hui, la logistique, c'est l'infrastructure du capitalisme. Et ces échanges mondiaux, ils nécessitent donc toute cette infrastructure. C'est à la fois des camions, des entrepôts, des lieux de stockage et de la main-d'œuvre pour gérer ces stockages. C'est peut-être, alors moi je l'ai mis en dernier, mais c'est peut-être le point qui correspond le mieux au cas de Dunkerque, puisqu'ici on aura une activité qui est directement connectée à un grand port, et qui donc, j'y reviendrai peut-être après, est moins dépendante de secteurs comme la grande distribution par exemple, qui ont des entrepôts un petit peu partout sur le territoire. Ici, on aura une activité logistique a priori qui sera directement connectée à ces flux mondiaux. Et c'est aussi le cas pour tous les grands aéroports. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une dynamique de l'emploi qui était plutôt en baisse ou en ralentissement. Alors effectivement, cette courbe ascendante des emplois logistiques qu'on a vue ces 30 dernières années, elle s'est freinée, elle s'est fortement ralentie. Alors c'est difficile d'évaluer précisément les facteurs de cette baisse. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, l'emploi logistique est très fortement corrélé à l'activité économique. Comme la logistique ne produit pas, ne vend pas, elle ne fait que faire circuler les matières. Elle est très fortement dépendante de la croissance économique. Au moindre ralentissement de croissance économique, tout de suite, l'activité logistique suit.
Donc ces dernières années, elle a connu un ralentissement comme le reste de l'économie. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a quand même une baisse tendancielle ces dernières années du commerce de la grande distribution. Alors peut-être que vous en avez entendu parler, c'est assez courant, on l'entend beaucoup aujourd'hui. Tous les grands groupes de la grande distribution se posent des grosses questions sur leur modèle, sur le modèle de l'hypermarché et du supermarché. Et il y a quand même une baisse tendancielle qui n'est pas très forte, mais qui est très inquiétante pour ce secteur-là. Et du coup, ça a un impact important sur la logistique, comme c'est une partie très importante de la logistique, la grande distribution. Alors je ne l'ai pas précisé, hein, mais d'habitude, on a l'habitude de séparer l'emploi logistique en 3 tiers. Il y a au moins un tiers qui est pour le commerce, un tiers qui est pour l'industrie, de la logistique pour l'industrie, et un autre tiers qui est ce qu'on appelle de la logistique pour autrui. Donc ce dernier tiers, c'est le tiers de la sous-traitance. Et ce tiers-là, on a du mal à le classer en commerce ou en industrie, puisqu'en fait, les entreprises, un entrepôt sous-traitant peut très bien faire les deux à la fois. Et sur le ralentissement de l'emploi logistique, alors cette fois, c'est vraiment une cause qui est directement liée à l'emploi et pas forcément au chiffre d'affaires, par exemple, des grands groupes de la logistique, c'est les gains de productivité. Et ça va faire la transition vers la seconde partie sur le travail en entrepôt. Il y a eu des gains de productivité très très importants dans ce secteur-là ces 20 dernières années, avec une logique, et ça aussi j'en parlerai dans une partie ultérieure, de plus en plus d'automatisation, de mécanisation. Et il semblerait quand même que ça a eu un impact important sur l'emploi ces dernières années. Mais ces toutes dernières années vraiment. La tendance reste quand même à une émergence assez forte sur une période de 10-20 ans de l'emploi logistique. Seconde partie sur le travail en entrepôt. Alors je fais juste passer des images, j'ai pas prévu de présentation PowerPoint, mais pour qu'on puisse se représenter un petit peu à quoi ressemble un entrepôt. Des entrepôts de différents types. Ici, ce qu'on voit, c'est un entrepôt Amazon. J'ai utilisé cette image parce qu'aujourd'hui, Amazon, c'est devenu l'entrepôt Amazon en tout cas. C'est devenu un petit peu une image de la logistique assez courante. Il y a eu plusieurs ouvrages, des interventions médiatiques et des interventions syndicales aussi de grève dans les entrepôts Amazon qui ont fait ressortir un peu ce sujet-là. Ce qui était intéressant d'ailleurs, ça a rendu la logistique un petit peu visible. Et ici, c'est un entrepôt plus classique de la grande distribution. Donc c'est des racks de stockage avec des palettes à l'intérieur. Alors, sur les métiers. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les métiers, on est quand même dans un monde très ouvrier, où on a une très grande partie de l'emploi qui est de l'emploi ouvrier, avec des métiers qui, du coup, sont des métiers répétitifs et pénibles. C'est vraiment une caractéristique forte de l'emploi logistique. Ce qu'on voit ici, à l'image, c'est un préparateur de commandes. Alors, on les appelle parfois simplement manutentionnaires ou pickers, ou parfois magasiniers également. C'est une partie très importante de la main-d'œuvre logistique, surtout la main-d'œuvre logistique des entrepôts. Dans un entrepôt de la grande distribution, il y a près de 60 voire 70% de préparateurs de commandes sur le total de l'emploi dans l'entrepôt. Ces préparateurs-là, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui transforment le flux. Ils prennent les colis qui sont stockés, ils les déposent sur des palettes qui correspondent aux commandes des magasins. Une caractéristique qui est importante de ces métiers manutentionnaires, c'est le casque que cet ouvrier porte sur les oreilles, puisqu'en fait, les gains de productivité dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont liés ces dernières années à l'informatisation d'une partie des process logistiques, c'est-à-dire qu'on utilise des logiciels en entrepôt qui organisent le stockage et qui gèrent la préparation de commandes, qui accompagnent le préparateur de commandes. Donc on a à la fois de l'informatique, avec des moyens assez perfectionnés parfois, hein, et des métiers très manuels. Le cas de la commande vocale est très intéressant de ce point de vue-là, puisqu'en fait c'est une voie numérique, par l'intermédiaire du logiciel, qui ordonne point par point au préparateur de commande les colis qu'il doit prélever. Donc on a une voix qui dit dans le casque « Commencer mission », le préparateur répond, puisqu'en fait il a un micro devant la bouche, et le logiciel fonctionne avec de la reconnaissance vocale. Donc commencer mission, le préparateur répond « OK », allez 1, OK, emplacement 23, OK, 3 colis, et à chaque fois le préparateur valide vocalement chacun de ses gestes, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ce qui se passe quand on a des alliances comme ça entre de l'informatique et des métiers plutôt répétitifs et assez peu qualifiés, c'est un phénomène qu'on appelle de la taylorisation des métiers. Alors on a l'impression que c'est un mouvement très ancien, le taylorisme, vous savez, c'est ce qui
ce qu'on connaît dans les chaînes automobiles avec l'ouvrier sur la chaîne avec le tapis. Mais c'est aussi un mouvement qui s'est à nouveau développé avec l'ordinateur. Là, c'est ce qu'on appelle parfois un taylorisme assisté par ordinateur. C'est-à-dire que les ouvriers doivent suivre un script, un scénario. Ils n'ont aucune visibilité sur la suite de ce scénario-là. Ils sont très peu autonomes. On sait vraiment point par point. On a les informations que point par point. Et on suit ces informations-là en déposant les colis sur les palettes. Je trouve que ce décalage qu'on a parfois entre je l'ai dit tout à l'heure, l'univers du flux tendu, le zéro stock, il marche aussi avec les métiers de l'entrepôt. Avec les conteneurs, par exemple, le conteneur, c'est devenu aujourd'hui une espèce de symbole un petit peu du capitalisme, de ces matières qui circulent en permanence. Et ça a un côté très moderne aussi, le conteneur. Il faut savoir qu'un conteneur, quand il arrive dans un entrepôt, ce qui est le cas de la grande majorité des conteneurs, ils ne sont jamais livrés directement dans un supermarché, ils passent presque systématiquement dans des entrepôts. La plupart du temps, ils sont déchargés à la main. Et la manutention des conteneurs est plutôt plus pénible que la manutention des palettes. Les palettes sont transportées sur des chariots. Alors, on ne le voyait pas, mais voilà, en fait, la palette est transportée sur un chariot de ce type-là. Pour les conteneurs, c'est beaucoup de manutention manuelle. Voilà sur le côté conditions de travail. Encore une fois, ça, je pourrais revenir vraiment en détail sur ce point-là. Sur les conditions de travail, il y a aussi une caractéristique importante à prendre en compte, c'est que, je vous l'ai dit, il y a une partie de l'activité logistique qui est sous-traitée. Dans le cas des sous-traitants, dans la logistique comme dans d'autres secteurs, mais là on est quand même dans des activités, pour celles que moi je connais le mieux, de grande distribution, il y a une pression extrêmement forte sur les coûts et sur les contrats. On est sur des contrats de sous-traitance de courte durée, très souvent maintenant de 2 à 3 ans, parfois 5 ans, mais rarement au-delà. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une pression économique très très forte. C'est aussi le cas quand la logistique se fait en compte propre, c'est-à-dire quand elle appartient à l'entreprise, puisqu'en fait les filiales logistiques sont souvent des filiales à part des grands groupes. Donc dans des grands groupes comme Carrefour, Leclerc ou Super U, il y a une filiale logistique qui peut subir aussi des pressions très fortes de la part de son commanditaire, mais qui sont peut-être pas aussi fortes que celles de la sous-traitance, où vraiment on a des risques importants de fermeture d'entrepôts lorsque les résultats ne sont pas atteints. J'y reviendrai tout à l'heure, ça a un impact pour le coup sur les territoires, puisqu'on a souvent l'habitude que la logistique est une activité qui n'est pas délocalisable. On peut pas l'envoyer dans d'autres pays. On fait forcément de la logistique là où on vend les produits, c'est-à-dire chez nous, en Europe et plus précisément en France. Donc elle n'est pas délocalisable, par contre elle est très mobile, et c'est aussi lié à ça. Sur les caractéristiques de l'emploi également, en plus de la sous-traitance, s'ajoute une autre échelle, qui est en fait une échelle de sous-traitance également, c'est celle de l'intérim. Il y a une partie importante des emplois logistiques qui sont des contrats intérimaires. C'est plus que la moyenne nationale pour les emplois. Et dans le secteur plus précis de la logistique d'entrepôt, c'est très très fort. On a des taux de 30, 40, parfois 50% de la main-d'œuvre qui est sous-traitée, ce qui est lié en fait aux fluctuations très fortes de l'activité logistique. C'est une activité qui très souvent connaît des pics sur des périodes très précises. Dans un entrepôt comme on a vu celui tout à l'heure, celui d'Amazon, le pic de Noël par exemple, c'est un pic qui est extrêmement fort. Et les entrepôts du e-commerce en général sont capables de passer de près d'1 millier d'emplois, c'est des entrepôts qui regroupent beaucoup d'emplois, jusqu'à 3000 parfois au mois de décembre, c'est-à-dire que l'emploi est triplé sur une période. Et bon, là c'est vraiment très fort dans le e-commerce, mais ça c'est une caractéristique assez générale quand même de la logistique, une variation très forte de l'emploi avec l'intérim. Sur les conditions de travail, toujours, alors je l'ai dit, il y a un des points importants pour comprendre les conditions de travail qui sont très difficiles dans les entrepôts de la logistique, c'est la façon dont le travail est organisé. Alors j'ai montré la commande vocale, mais dans d'autres lieux, c'est d'autres systèmes. Hein. Par exemple, on voit des systèmes de pads accrochés sur le bras avec un écran tactile, avec une fonction qui est à peu près la même que celle de la commande vocale. Hein. L'écran tactile vous indique à chaque prise de colis chaque colis que vous devez prendre. Mais il faut aussi ajouter, pour expliquer les conditions de travail dans la logistique, d'autres modes d'organisation. D'abord celui des primes de productivité. Les entrepôts fonctionnent presque systématiquement avec des quotas. Alors, quasi systématiquement un quota minimal qu'on doit réaliser quotidiennement. Et très souvent des primes de productivité. Quand on dépasse ce quota-là, on a des primes. Dans un secteur où le salaire
moyen des intérimaires, pas des intérimaires, des manutentionnaires est très très proche du SMIC. Ces primes, elles ont un impact très important, elles sont vraiment très discutées. La main-d'œuvre en parle toujours, par exemple, les ouvriers en parlent beaucoup. Elles peuvent aller jusqu'à 300 € par mois, c'est-à-dire près d'un tiers du salaire. Donc il y a une partie importante du salaire qui est liée à la prime. Prime de productivité, heures supplémentaires également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité est assez fluctuante, donc on a beaucoup d'heures supplémentaires dans les entrepôts. C'est d'ailleurs pour ça qu'une partie des salariés cherche à se faire embaucher en entrepôt. Aujourd'hui, quelqu'un qui est confronté à des métiers peu qualifiés et rémunérés au SMIC sait très bien que dans la logistique, il y a une possibilité de faire beaucoup d'heures supplémentaires et donc d'augmenter un petit peu son salaire. J'y reviendrai pas en détail dans la présentation, mais ce qu'on comprend bien avec ce que je viens de dire, c'est qu'on a affaire à une main-d'œuvre assez précaire, à des salaires assez faibles, et donc à des populations assez précaires d'une manière générale. Tout ça, ça a des conséquences importantes et qui peuvent être réfléchies dans le cadre d'un projet comme le vôtre, en termes d'habitat pour les populations en emploi dans la logistique. C'est très difficile de trouver des habitats pour ces niveaux de salaire-là. En termes de transport également, on est sur des populations où le permis n'est pas systématique, où il y a beaucoup de personnel qui se déplacent autrement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer le permis ou pas les moyens de se payer un véhicule. S'ajoute à ça un autre souci, c'est que les horaires de la logistique sont à la fois très fluctuantes et très décalées. Il n'y a pas comme dans les milieux industriels, comme dans les usines un peu classiques, des 3-8 avec des horaires qu'on pourrait retrouver, donc un système de bus qui pourrait acheminer facilement une zone logistique. Ici, comme tout est très variable, c'est très difficile d'organiser les transports pour des zones logistiques. On l'aura compris, ces conditions de travail-là, elles ont aussi des répercussions sur la santé. C'est une problématique très importante aujourd'hui dans la logistique, la santé au travail. Il y a eu ces dernières années une hausse importante des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le domaine de la logistique. Avec, pour l'illustrer, un chiffre qui est très impressionnant pour les acteurs du secteur, notamment les cadres qui en parlent beaucoup, c'est que les taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la gravité de ces accidents du travail et ces maladies professionnelles sont actuellement en phase de dépasser ceux du bâtiment. Alors que le BTP a toujours été le secteur vraiment problématique dans ce cas-là. Alors ces maladies, je n'y reviendrai pas en détail, mais elles sont très diverses. Il n'y a pas une maladie de l'entrepôt comme pourrait y avoir une maladie du mineur ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, ou pour le dire de manière un petit peu plus générale, ce qu'on appelle des pathologies de l'hypersollicitation. C'est des pathologies qui sont liées à des gestes répétés à haute intensité. Dans le cas de l'entrepôt, s'il y a une maladie quand même de ce type-là qui revient très souvent, c'est la lombalgie et les problèmes de dos d'une manière générale. Mais ça peut être également les coudes, les genoux, toutes les articulations en fait. Et peut-être plus qu'encore que des maladies, on a vraiment affaire à un phénomène d'usure. C'est de l'usure des corps. Et cette usure, elle est particulière dans la logistique, elle est plus rapide que ce qu'on connaît ailleurs. Elle est plus rapide que ce qu'on connaît par exemple dans l'industrie. Aujourd'hui, les enquêtes de l'INRS qui ont été faites dans les entrepôts montrent que dans le cas des préparateurs de commandes, comme ceux qu'on voit à l'image, on a une usure très rapide. Au bout de 4, 5, 6 années de travail, on commence à voir apparaître de nombreuses pathologies. Et en fait, ce n'est pas des personnes qui ont un problème au genou, ou un problème au dos, ou un problème particulier. C'est des personnes dont le corps s'use au cours de cette activité-là. Cette usure des corps, on en reparlera, mais elle provoque du coup un problème important de mobilité de l'emploi. Une façon de résoudre ce problème-là, ça serait de pouvoir faire évoluer ces personnes, de pouvoir leur faire accéder à d'autres postes. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un secteur où on a plus de 80% de l'emploi qui est de l'emploi ouvrier. Donc c'est très difficile de faire évoluer les personnes vers d'autres postes. Et c'est d'autant plus difficile si au bout de 4-5 années, elles commencent déjà à avoir des problèmes. Donc il y a un moment, l'entonnoir, ça se bouscule un petit peu dans l'entonnoir. Il n'y a plus assez de place pour faire évoluer toutes les personnes qui sont confrontées à des problèmes de santé. Le dernier point sur les métiers, c'est en lien avec ce que je viens de dire, sur les évolutions professionnelles. C'est un secteur où les évolutions professionnelles sont difficiles, où il y a beaucoup de ce qu'on appelle ce que moi j'appelais des carrières bloquées.
c'est-à-dire des personnes qui voudraient pouvoir progresser dans ce secteur-là, mais qui n'y parviennent pas par manque de place, parce qu'il manque de place. Alors c'est lié à l'activité de ce secteur, hein, c'est un secteur de manutention. C'est aussi lié au fait que en fait, l'informatisation des 20 dernières années a fait disparaître un grand nombre de tâches administratives dans la logistique. Et ces tâches administratives, auparavant, c'était des tâches sur lesquelles pouvaient évoluer les personnes, y compris des personnes peu qualifiées. Une autre problématique liée à ces évolutions de carrière, c'est qu'aujourd'hui, il y a des formations en logistique. Elles se sont beaucoup développées en même temps que la logistique, hein, dans les 20-30 dernières années. Alors ça va du BEP au Bac Pro jusqu'au BTS en logistique, des licences professionnelles ou des masters en logistique. Du coup, ces gens qui sont formés à la logistique connaissent aussi ce problème-là, des carrières dans la logistique. C'est un problème important pour eux. Alors à partir d'un certain niveau, du BTS, la licence ou du master, c'est des gens qui arrivent à accéder à des emplois de cadres, qui sont quand même des emplois au niveau des cadres, plutôt moins bien rémunérés que la moyenne des cadres. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je parlais du mouvement d'externalisation, que les entreprises font sortir la logistique qui n'est pas dans le cœur de métier, ça veut aussi dire que la logistique, c'est un secteur qui demeure relativement subalterne, qui n'est pas le secteur le plus en vue de l'économie. Et donc les cadres de ce secteur-là sont aussi des cadres qui sont un peu moins bien rémunérés, un peu moins diplômés que la moyenne. Mais voilà, il y a quand même possibilité de faire des petites carrières pour ces gens-là avec des diplômes à partir du BTS. En revanche, pour les personnes qui passent des bacs professionnels en logistique, c'est un problème très important aujourd'hui. On voit beaucoup de personnes qui, lors de leur stage en entreprise, en sortant de leurs études, commencent sur des postes comme ceux que je vous ai montrés de préparateurs de commandes et ne parviennent pas à évoluer. Ce qui est vraiment problématique, vu qu'on est sur des postes très physiques et très répétitifs, c'est des gens qui deviennent ouvriers sans l'avoir voulu. Donc c'est un phénomène qui est connu en sociologie sur les bacs professionnels, hein, mais il est particulièrement fort dans la logistique. Dernier point, le lien entre cette activité et les territoires. Pour les territoires, on ne va pas se le cacher, l'entrepôt, la logistique, c'est plutôt mal aimé. Les territoires ne recherchent pas en priorité ce type d'activité, notamment parce qu'elle génère des externalités négatives assez fortes, et la plus grande étant le transport routier, avec des flux de camions importants. La problématique aussi, c'est que c'est aussi du fait que c'est une activité qui est moins visible, qui est moins connue, qui est moins valorisée que d'autres, comme l'industrie par exemple. Donc elle est moins attirante a priori pour les territoires. Et c'est aussi une activité où la concentration en emploi est beaucoup, en termes d'espace, est beaucoup moins forte que dans l'industrie. C'est-à-dire pour avoir un équivalent à l'industrie en termes de nombre d'emplois, il faut beaucoup plus d'espace dans la logistique. En revanche, dans les territoires qui n'arrivent pas à attirer cette activité industrielle, qui ne sont pas adaptés à cette activité-là, ou alors qui ont connu une très forte baisse de leur activité industrielle, la logistique, elle est devenue une activité qui permet de renouveler un petit peu l'emploi et qui amène de nouveaux emplois. Donc, c'est pas forcément choisi au départ, mais ça peut être une aubaine dont profitent certains territoires. Avec cette aubaine, il y a l'idée pour les territoires qu'on retrouve très souvent, nous, quand on enquête auprès des collectivités locales, du coup, de dire, d'accord, on accueille de la logistique, mais on essaye d'accueillir de la bonne logistique. Et il y a cette idée-là assez forte d'essayer de faire le tri entre une haute logistique et une basse logistique. C'est un discours qu'on retrouve très souvent chez les acteurs des collectivités locales. Ce tri-là, il n'est pas évident du tout, en fait. Il n'est pas évident du tout. Un exemple qui montre très bien ça, hein, c'est l'entrepôt Amazon, par exemple. Il y a différentes manières de présenter un entrepôt Amazon. Il y a celle que j'ai fait en passant plutôt par le bas et en montrant tout de suite l'activité ouvrière. Il y a quelques années, quand on parlait d'Amazon, on disait que c'était aussi de l'économie numérique, du e-commerce. Et il y avait comme ça des termes très flatteurs pour une activité qui est en fait vraiment une activité de main-d'œuvre. C'est l'entrepôt, la force d'un groupe comme Amazon, ce n'est pas c'est pas seulement en tout cas les logiciels et les algorithmes, c'est vraiment de l'exploitation à grande échelle de main-d'œuvre. Et finalement, ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est difficile de faire le tri entre une haute logistique et une basse logistique. Et c'est une problématique qui est importante pour les territoires. Autre problématique pour les territoires, c'est l'attachement de la logistique à un territoire donné. Donc je le disais tout à l'heure, hein, la logistique est une activité qui n'est pas délocalisable, et ça souvent c'est mis en avant. En revanche, elle est très labile. Elle est très labile, c'est-à-dire qu'elle bouge beaucoup. Par exemple, un grand groupe de la grande distribution comme Carrefour
change 10% de l'ensemble de ces entrepôts, change de lieu 10% de l'ensemble de ces entrepôts chaque année. Ce qui se passe en fait, c'est que ces grands groupes-là utilisent des logiciels très puissants et modifient avec les calculs de ces logiciels ce qu'ils appellent leur schéma logistique, c'est-à-dire la répartition de leurs entrepôts sur le territoire. Et l'idée, c'est qu'il suffit d'une variation du coût du pétrole et du prix de l'essence pour qu'en fait un grand groupe ait plus ou moins intérêt à avoir un entrepôt qui soit près du magasin ou plutôt plus loin ou plutôt près d'un autre entrepôt. Enfin voilà, je pense que vous voyez l'idée, hein, ces variations du coût du pétrole, elles font bouger les intérêts économiques des entreprises qui du coup bougent beaucoup en conséquence leurs entrepôts, d'autant plus facilement que les activités logistiques sont très facilement, un entrepôt est très facilement déplaçable, il y a très peu d'infrastructures, peu de matériel, et il suffit en fait de vider les racks de stockage et d'en remplir d'autres pour déplacer une activité. C'est pas comme une industrie où avec des machines et qui aurait à la fois des machines et une main d'œuvre qualifiée sur un territoire et qui ne pourrait pas se déplacer facilement. Ici, c'est beaucoup plus facile. Toujours pour les territoires, il y a un intérêt important pour les territoires de développer de la logistique tout en faisant ce qu'on appelle du multimodal, c'est-à-dire d'utiliser d'autres canaux que la route et que le camion. Parce que le camion provoque, je l'ai dit, des externalités négatives, que ce soit la pollution ou aussi le fait que les routes sont très endommagées avec les poids lourds. Donc nous, on en parle beaucoup ça avec les collectivités locales, qui souvent sont assez déçues de la façon dont leurs projets sont écoutés par les entreprises. Donc aujourd'hui, il y a plein de projets très intéressants, hein, de canaux, et surtout de canaux par exemple, c'est un très bon exemple, hein, les voies fluviales. En France, on a des très bonnes voies fluviales, un réseau qui est assez développé, et ça pourrait être très intéressant de l'utiliser pour de la logistique. Sauf que dans les grands groupes dont on parle pour des activités logistiques, avec des flux très très importants, il y a un besoin permanent de flexibilité, de rapidité. On cherche plutôt à se dégager de toute contrainte, et le fluvial, c'est une contrainte. C'est vraiment une contrainte. Donc il y a beaucoup de mal à le développer au-delà de quelques petites choses qui se font, qui sont très intéressantes à chaque fois, mais qui, sur le volume d'ensemble du transport, restent finalement assez faibles. Dernière partie que j'ai mis dans les territoires aussi, parce que ça les concerne aussi directement, c'est l'automatisation. J'en parle comme ça parce que depuis une période très récente, on parle beaucoup des entrepôts automatisés. On les voit beaucoup dans les médias. Quand on tape logistique sur Google, on tombe beaucoup maintenant sur ces images-là. Et du coup, la question se pose pour les territoires de mais est-ce qu'en fait, ça va continuer vraiment l'emploi dans la logistique? Alors aujourd'hui, il existe bien des entrepôts automatisés. Il y en a quelques-uns, ils sont très peu nombreux. Quand je dis automatisés, c'est vraiment des entrepôts où les produits circulent sur des tapis, les palettes sont faites par des machines, et finalement, il y a très très peu de main-d'œuvre dans ces entrepôts. Donc j'ai dit, ils sont quand même très peu nombreux. Ils ont un coût très très important dans des secteurs. Alors j'utilise toujours la grande distribution parce que pour moi c'est un bon exemple, mais c'est aussi parce que c'est un secteur important, hein. Mais la grande distribution, c'est un secteur où les investissements demandent des retours à très court terme. Un investissement comme un entrepôt automatisé, c'est des retours sur investissement de 5 à 10 ans, alors qu'on est plutôt sur des moyennes de 2 à 3 ans dans la grande distribution. Et du coup, c'est très difficile pour ces secteurs-là d'investir autant dans ce matériel-là. C'est un matériel qui coûte aussi très cher en entretien. C'est un matériel qui est fixe, et ça veut dire un entrepôt automatisé, on ne peut plus le déplacer de la même manière qu'un entrepôt non automatisé. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir bouger les entrepôts, de pouvoir les déplacer, c'est un point important pour ces secteurs-là. Donc on n'est pas sur une évolution de court terme, ni même de moyen terme. On est quand même sur une évolution d'assez long terme, et pour l'instant, on n'a pas de visibilité très forte sur ça. Et a priori, on peut penser que l'emploi dans la logistique va rester quand même très ouvrier ces prochaines années. Ce qu'on peut dire aussi sur l'automatisation, c'est que d'une manière générale, l'automatisation, c'est pas une disparition des emplois, c'est pas non plus une disparition de la pénibilité, c'est plutôt une transformation des emplois, et parfois étonnante. Les images que je montre là, c'est celles d'un entrepôt dit automatisé, c'est un entrepôt du tri postal. Ces entrepôts-là dits automatisés fonctionnent avec des convoyeurs, donc on voit un tapis sur lequel circulent les colis, ce qui veut dire que les colis circulent sur tapis. Dans ces entrepôts, il y a moins de main-d'œuvre que dans les précédents, ceux que je vous ai montrés avec la commande vocale. La machine réduit quand même
de façon assez importante le volume de main-d'œuvre. Par contre, les emplois qui demeurent sont des emplois extrêmement pénibles, et peut-être plus pénibles que ceux qui existaient auparavant. Ce qui n'est pas l'a priori qu'on se fait de l'informatique, on a quand même cette idée-là d'une qualification toujours. Réellement, ce n'est pas toujours le cas quand même dans les entreprises. L'emploi qu'on voit ici, c'est un emploi qui apparaît beaucoup maintenant dans les nouveaux entrepôts. C'est un emploi d'injecteur, on appelle ça les injecteurs. Les personnes qu'on voit avec des gilets fluo injectent sur le tapis des colis qui sont posés à côté d'eux. Donc on en voit quelques-uns, là, c'est des colis de journaux, ça fait plusieurs kilos à chaque fois. Le rythme d'injection sur un tapis comme celui-ci, c'est 400 à 500 colis à l'heure pour un métier qui est posté. Posté, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas. Donc là, on est sur des seuils de pénibilité qui sont très très importants. Et c'est aussi ce type de métier-là qu'on voit apparaître dans la logistique. Je vais conclure en 2 mots, je pense que c'est plutôt pour ouvrir pour la discussion, pour dire que la logistique a un impact assez fort sur les territoires, avec des métiers particuliers, vraiment des métiers difficiles, des espaces aussi qui sont transformés, mais que les retombées ne sont pas toujours évidentes, et qu'il faut vraiment essayer de mesurer un petit peu ces activités-là et d'essayer d'anticiper les effets à court, moyen et long terme, pour essayer de faire en sorte que les territoires, en tout cas, ne soient pas impactés trop négativement et puissent aussi essayer d'en profiter. Mais c'est des activités qui ne sont pas si évidentes dont il n'est pas si évident de profiter. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était vraiment très riche et très intéressant. On ne sait plus par quelle question commencer tellement on en a. On voit bien ici que la création d'une activité économique comme celle-ci se prépare à l'avance dans un territoire. Ça semble assez évident. Vous avez parlé d'habitat, de transport, d'horaires décalés, aussi de difficultés d'évolution de carrière. C'est un secteur où l'évolution professionnelle est très difficile. C'est quelque chose qui peut être pris en charge par les territoires d'ailleurs. On parle de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Ça peut être fait aussi de manière territoriale. Donc il y a énormément de choses à faire et ça nous ouvre tout un champ de réflexion pour l'avenir aussi, pour ce débat. J'ai envie de revenir un petit peu sur les nouveaux entrepôts, ceux dont vous dites qu'ils mettent du temps quand même à se développer, mais nous on parle à l'horizon, on réfléchit à l'horizon de dans 10 ans, dans 20 ans, donc les entrepôts en 2025, 2035, comment vous les imaginez et avec quelle santé au travail? Alors c'est très difficile d'imaginer aussi longtemps à l'avance des évolutions économiques. Je vais quand même essayer de le faire, mais je précise quand même que comme je suis sociologue, on a l'habitude de ne pas trop le faire. On fait toujours attention à ça. Nous, on cherche vraiment à mener des enquêtes très empiriques avec de l'observation concrète de ce qui se passe. Et quand on commence à observer le futur, c'est quand même autre chose. Donc je l'ai dit, sur le court et moyen terme, donc dans les 10 prochaines années, il est très peu probable qu'on ait un phénomène d'automatisation vraiment massif. On aura quelques types d'activités qui seront automatisées. Aujourd'hui, les entrepôts qui sont automatisés dans la grande distribution, par exemple, c'est certains types de produits. Il y a certains types de produits qui sont plus faciles à manipuler, dont les colis, par exemple, ont des formes plus simples, dont les volumes sont plus simples, plus réguliers. Et sur ces types de produits-là, on peut atteindre de l'automatisation. Donc c'est vraiment que certains types de produits. Mais voilà, ça reste assez limité. Ce qu'on peut voir beaucoup apparaître, par contre, c'est ce type d'entrepôt. Ce qu'on voit à l'image, des entrepôts où se mêlent à la fois des machines, ce qui n'existait pas en entrepôt. Un entrepôt auparavant, c'était un lieu de travail avec très peu de machines, des machines et des humains. Ce qu'on voit beaucoup aussi apparaître, et ce dont j'ai pas parlé, j'ai passé les images un peu vite, c'est des entrepôts où en fait les machines qui apparaissent sont des machines pour accompagner les personnes. Donc voilà, comme il y a un problème de santé qui est très important aujourd'hui dans la logistique, il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle les cobots. La cobotique, c'est des robots collaboratifs de type, celui qu'on voit là, exosquelette, c'est-à-dire c'est des machines qui accompagnent le corps humain c'est mis en place pour éviter les problèmes de santé. C'est quand même assez particulier. Moi, je suis personnellement assez critique face à ce type de technologie. On est dans un cas où l'entreprise, le flux, le travail va très très vite. Et plutôt que de réfléchir à des modes d'organisation, à d'autres modes d'organisation, on utilise la technologie pour maintenir le rythme et faire en sorte que le corps
que le corps tienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les manutentionnaires des entrepôts, ils sont très peu autonomes dans leur travail, ce qui est vraiment un gros problème de souffrance au travail. Quand on a très peu d'autonomie, en général, ça génère des pathologies. Ici, avec des armatures mécaniques de ce type-là, on a une perte d'autonomie qui repose aussi sur le corps. C'est-à-dire que le corps lui-même est accompagné par une machine. Et voilà, on a assez peu d'observations complètes pour voir ce que ça peut donner dans les temps à venir, parce que c'est des choses qui sont déjà testées, mais pas réellement mises en place. Il y a des choses aussi qui sont plutôt propres à la logistique. Ça, c'est un système qui s'appelle EcoPic. On ne le voit pas très bien sur l'image, mais il y a un mât sur le chariot avec un filin, un câble. Et en fait, la personne porte une bague électronique sur le doigt. Quand elle appuie sur la bague, le filin se détend. Elle va chercher le colis. Et quand elle relâche la bague, le filin se retend. Donc ça accompagne le mouvement des mains. Le filin est relié à des gants qu'elle porte aux mains. Là encore, hein, en termes d'autonomie, ça paraît assez pénible quand même comme outil de travail. Il y a un effet marionnette qui est assez étonnant. Les concepteurs eux-mêmes le disent, hein, que c'est quand même problématique. Et voilà, ça c'est aussi des types de technologies qui sont des intermédiaires en fait entre ce qu'on nous présente, mais ce qui est quand même assez lointain, un entrepôt relativement automatisé, et une situation où aujourd'hui on est beaucoup sur de la main-d'œuvre manuelle. Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà imaginer en amont des organisations du travail qui offrent plus d'autonomie aux employés ? Alors c'est très difficile, en fait ça a été très peu fait. Aujourd'hui, suite aux problèmes de santé au travail, il y a tout un ensemble de mesures, hein, qui ont été mises en place. C'est un vrai problème pour la logistique. Il ne faut surtout pas considérer que les entreprises ne se préoccupent pas de ça. Et en fait, quand on a une main-d'œuvre, une industrie qui repose très fortement sur de l'exploitation de main-d'œuvre, et que cette main-d'œuvre s'use très vite, c'est un réel problème, et c'est un problème économique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a certaines tâches de l'entrepôt qui sont automatisées. Par exemple, une tâche très pénible, c'est le filmage des palettes. Dans tous les entrepôts, on met du film plastique sur les palettes. Ça, c'était fait manuellement il y a encore assez peu de temps. Aujourd'hui, c'est très automatisé parce que c'est une tâche qui est très pénible. Le problème, c'est que quand on automatise des petites tâches comme ça à la marge, on concentre encore plus l'activité du préparateur de commande sur ce geste de préhension. Et en fait, c'est tout de préhension, c'est-à-dire de prendre le colis et de le déposer. Et c'est ce qui se passe aussi avec les convoyeurs que j'ai montré tout à l'heure. Hein. Ici, on a des colis qui circulent sur un tapis, donc une partie qui est automatisée. Et finalement, la seule chose qui reste, c'est le geste de préhension, prendre le colis et le déposer. Et quand on diminue autant l'activité d'une personne, on crée des pathologies de type pathologie de l'hypersollicitation. Ensuite, pour vraiment essayer de résoudre le problème, alors là, je parlais plutôt de ce qui concerne directement les entreprises, qui de fait aujourd'hui malheureusement ne sont pas prêts à remettre en cause l'organisation générale du travail de façon suffisamment profonde pour vraiment régler les problèmes de santé. Et c'est pour ça que les taux continuent d'évoluer malgré les très nombreux chantiers de santé au travail, qui sont mis en place. Par contre, là où vraiment on peut peut-être essayer d'agir, c'est sur les carrières professionnelles. Aujourd'hui, il y a une problématique pour tous les manutentionnaires, tous les salariés de l'entrepôt, une problématique assez forte qui consiste à sortir de l'entrepôt. D'abord sortir de la préparation, ces postes les plus pénibles, mais je vous l'ai dit, en fait, c'est assez difficile puisqu'il y a peu de postes disponibles. Il y en a quelques-uns, donc ça peut être une option envisagée. Et si on ne peut pas sortir de la préparation, il faut essayer de sortir de l'entrepôt, donc se reformer dans un autre secteur. Alors, c'est très difficile d'observer les carrières professionnelles, parce que moi, en fait, comme j'ai observé l'entrepôt, je ne sais pas ce que sont devenus les gens qui en sortent. C'est des choses qu'on développe actuellement. Ce qu'on voit, c'est que les personnels en entrepôt, quand ils veulent se reformer, s'orientent beaucoup vers des activités relativement proches de la logistique, mais moins pénibles. La conduite, soit la conduite d'engins, par exemple des engins pour manipuler des convoyeurs, pour manipuler des conteneurs, la conduite d'engins de type poids lourd, donc c'est des personnels qui cherchent beaucoup à passer les permis poids lourds, et il y a besoin de gens qui passent les permis poids lourds. Le problème, c'est que ça coûte très cher, c'est assez long, et ça réellement il y a besoin d'un accompagnement. Les pôles emploi par exemple ont un rôle important à jouer sur l'accompagnement des personnes vers ce type de métier. Et tous les métiers de la conduite, hein, les métiers de chauffeur, livreur, les métiers d'ambulancier également, sur lesquels il y a une demande également qui est assez importante.
mais où il y a aussi besoin d'un accompagnement. On est sur des types de personnels qui ne sont pas des professionnels de l'administration et qui ont beaucoup de mal, par exemple, à monter des dossiers de reconversion, à se faire financer des formations. Même avec les congés formation, hein, aujourd'hui le congé formation en France, ça nécessite quand même de monter des dossiers, de se faire accepter, et c'est difficile de faire accepter son dossier aujourd'hui, et ces personnels-là en particulier ont beaucoup de mal à le faire. Mais voilà, c'est ce type de métier-là vers lesquels peut y avoir un accompagnement, et le fait dans sa carrière professionnelle de pouvoir évoluer sur d'autres types d'activités, des activités moins manuelles, c'est une solution en termes de santé au travail. Alors, vous nous avez dit, si j'ai bien entendu, dans la partie du lien entre ces métiers-là et puis le territoire, vous nous avez dit que en général, c'était pas une activité hyper attractive et que pour qu'elle le soit, en fait, ou en tout cas les territoires qui accueillaient plus volontiers ces métiers étaient des territoires qui n'avaient pas ou plus ou moins d'alternatives industrielles, hein, si j'ai bien entendu. Bon, il me semble que s'agissant du projet dont on parle, on est dans un territoire qui a une histoire, hein. Alors effectivement, qui a perdu de l'activité industrielle. Donc peut-être que justement, ça la met en condition, au contraire, de considérer que l'activité logistique, c'est le bon relais par rapport à cette activité perdue. Et deuxièmement, elle a aussi une culture. Cette histoire, c'est l'histoire du port, donc qui fait qu'il y a une forme d'intimité avec l'idée même de faire bouger les choses. Donc est-ce que c'est pas à dire quand même que on est là sur un territoire qui est plus que d'autres en capacité et en désir même de développer précisément ces activités logistiques? Oui, c'est possible. C'est comme ça aussi que la logistique perçoit ces territoires-là. Comme c'est une activité qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, il y a une réflexion importante dans les grandes entreprises logistiques sur le type de bassin d'emploi dans lequel on s'installe. Et il y a une recherche, parfois explicite et parfois très forte, de bassins d'emploi où est disponible une main-d'œuvre nombreuse, ouvrière et peu qualifiée. Dans certains cas, le cas Amazon, encore une fois, est très fort, hein. Il y a vraiment une réflexion au préalable pour s'installer dans des bassins d'emploi dits sinistrés, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle. Et du coup, l'installation de ce type d'entreprise dans des territoires se fait aussi très fortement en lien avec les collectivités locales. C'est des entreprises qui vont demander beaucoup aussi aux collectivités locales, parce qu'elles savent qu'elles amènent des emplois et que ces collectivités-là en ont besoin. Le côté qui peut parfois être gênant, pour reprendre toujours cet exemple-là, Amazon, hein, je vous l'ai dit, un entrepôt Amazon, c'est un entrepôt qui peut passer de 1000 à 3000 personnes. Je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres, hein, c'est pas un cas si particulier que ça. Ce qui veut dire que c'est une entreprise qui a un très très fort turnover, qui fait beaucoup tourner la main-d'œuvre. Il y a une rotation très très forte de la main-d'œuvre. Et c'est pour ça que cette entreprise-là a besoin d'un bassin d'emploi avec beaucoup de gens disponibles. Mais ces gens disponibles, l'entreprise n'envisage pas de les occuper en permanence. Soit elle les emploie simplement sur des périodes d'activité fortes, et elle ne propose pas non plus à sa main-d'œuvre des plans de carrière et des évolutions. Donc il y a un besoin de rotation de la main-d'œuvre qui est aussi lié au fait qu'il y a un besoin de bassin d'emploi important. Et c'est pas forcément qu'on va occuper tout ce bassin d'emploi-là, mais qu'on a besoin de beaucoup de personnes parce qu'il y a une rotation qui est très très forte. Donc ça, c'est certain. En ce qui concerne la culture industrielle, c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, il n'y a pas cette force de culture qui peut exister dans l'industrie, dans la logistique. On le voit bien, c'est pour ça que la logistique est aussi moins visible et moins valorisée, hein. Il n'y a pas cette fierté du savoir-faire, des choses qu'on entendait beaucoup quand même dans les métiers ouvriers, de l'automobile ou de la métallurgie ou ce type de profession-là. De fait, des gens qui ont connu ces univers-là et qui ont cette fierté ouvrière, fierté du geste, du savoir-faire, vivent assez difficilement le passage vers l'entrepôt, où il n'y a pas cette culture, ni une culture d'entreprise, ni une culture de métier. Moi, les gens que je rencontre, ils disent pas « je suis préparateur de commandes, je suis logisticien ». Ils disent « je fais de la prep ».
comme on ne dit pas « je suis caissière », on dit « je fais de la caisse ». Parce qu'il n'y a pas une identité des métiers qui est très très forte. Il y a des cas très concrets de territoires industriels. Je pense par exemple au territoire d'Aulnay, des usines automobiles à Aulnay, qui ont été, donc la friche industrielle a été en partie remplacée par des entrepôts logistiques, de sous-traitants logistiques. Et les salariés pour lesquels était prévu un programme spécial pour les transférer de leurs emplois logistiques, de leurs emplois industriels perdus vers les emplois logistiques nouveaux, ont eu beaucoup de mal à convaincre les personnes. Et en réalité, il y a eu très peu de transferts. C'est-à-dire que les personnes qui travaillaient dans ces emplois industriels-là ont été chercher plus loin, voire très loin en Île-de-France, d'autres emplois industriels, plutôt que d'accepter les emplois logistiques, qui étaient de fait beaucoup moins bien rémunérés, avec des plans de carrière beaucoup moins conséquents, et des avantages de type 13e mois, ou choses comme ça, qu'on a beaucoup dans l'industrie, et qui existent moins dans la logistique, surtout si on parle de la logistique de sous-traitants. Donc le transfert de cette main-d'œuvre-là, pour ce cas précis d'Aulnay, qu'on connaît bien, il a été assez difficile. Et dans votre projet actuel, vous comparez la France et l'Allemagne. Alors est-ce qu'on voit des choses positives en Allemagne, du point de vue à la fois territorial, sur la gestion des compétences, ou du point de vue aussi de la recherche sur l'organisation du travail et les conditions de travail? Je pense en termes logistiques entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas de séparation très nette, on est quand même à peu près à des niveaux équivalents. Le niveau de mécanisation, automatisation est peut-être un petit peu plus fort en Allemagne. On a plus le type d'entrepôt que je vous ai montré tout à l'heure, ou des entrepôts automatisés. Ce qui est assez fort pour nous du point de vue de l'emploi en Allemagne. Alors c'est une recherche qui est en cours, donc voilà, il y aura sûrement d'autres débouchés, mais dans les premières choses qui sont apparues très fortement dès le début, c'est l'effet de la connexion avec l'industrie. On est sur des territoires en Allemagne où il y a de l'industrie et de la logistique. Alors que sur les territoires qu'on a observés en France, c'était des territoires où, comme je l'ai dit tout à l'heure, où la logistique arrive parce qu'il n'y a plus d'industrie. Quand il y a de l'industrie à proximité, ça a un impact sur les emplois dans la logistique. Ça a tendance à élever plutôt les niveaux de salaire. Il y a aussi une présence syndicale qui est plus forte, donc il y a un débat en entreprise qui est beaucoup plus important que dans les zones où il n'y a pas cette activité industrielle-là. Et de fait, le bassin de l'emploi est modifié, puisque les personnels qui pourraient venir en entrepôt ont aussi la possibilité d'accéder à des emplois industriels. Donc il y a un choix possible. Et quand le choix est possible, ces personnels-là, ils choisissent plutôt l'industrie pour des questions de rémunération et de conditions de travail. Ce qui pousse en fait la logistique à maintenir des niveaux de rémunération et des conditions de travail plutôt plus correctes. Donc soit ça pousse dans ce sens-là, soit ce qui se passe beaucoup en Allemagne aussi, c'est qu'il y a un recours très très fort à une main-d'œuvre immigrée sur des contrats extrêmement précaires. Vous savez, c'est les contrats, les nouveaux contrats, les mini-jobs, on appelle ça en Allemagne, avec des rémunérations très très faibles. Donc il y a aussi ce versant-là qui n'existe pas vraiment en France, mais qui est assez fort en Allemagne. Mais en tout cas, il y a une vraie différence. En fait, la logistique, elle n'est pas... quand j'ai dit... Voilà, moi j'ai présenté la logistique en disant la logistique est comme ça. Il ne faut pas non plus naturaliser ce secteur en disant qu'il est comme ça. Il est comme ça aussi selon certains contextes et dans certaines conditions. Quand on lui impose des règles, quand on lui permet aussi de développer des choses intéressantes, ou quand il est confronté à... En tout cas, sur des territoires, il est présent avec d'autres secteurs comme l'industrie. Il peut aussi évoluer vers d'autres formats, d'autres types d'emplois et d'autres accompagnements de la main-d'œuvre vers des carrières, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, c'est ça qu'on entend, enfin, que j'entends moi de manière sous-jacente dans ce que vous dites, c'est que le développement de ces métiers-là, à l'échelle d'un territoire, ça suppose un projet un peu global, quelque chose qui va travailler l'intégration des métiers de la logistique dans une toile un peu globale et qui va penser, enfin, en termes de formation, mais aussi en termes de parcours, la possibilité pour les personnes de continuer à se développer, de ne pas être enfermées dans quelque chose. Voilà. Enfin, j'ai un peu l'impression que ça fait appel à ça. Hein. Non, c'est vraiment un point important. Ouais. Et, en revanche, voilà, il y a assez peu d'exemples de territoires qui parviennent à prendre ça en charge. Donc c'est très intéressant, mais c'est pas évident, je pense, à développer. Il faut vraiment une réflexion qui est un petit peu nouvelle,
mais on a peu d'exemples quand même de choses qui peuvent être prises en charge vraiment par le territoire. La carrière, c'est quelque chose qui est plutôt propre à l'entreprise ou à la loi pour tout ce qui est parcours professionnel ou des choses comme ça. Voilà. Moi, comment un territoire peut le prendre en charge, je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a des choses à faire et en tout cas, c'est une réflexion à développer qui est très intéressante. Vous avez évoqué un moment aussi, c'est peut-être un peu annexe, la question de la multimodalité. Bon, dans le cas d'un projet comme celui dont on parle, c'est quand même au cœur du projet, mais ça va avec, ça va avec une approche effectivement peut-être d'éclatement, de redistribution, de flexibilité, Est-ce que ce sont des dimensions qui sont importantes pour que le développement de l'activité conteneur sur le port puisse aussi être traduit par un développement des mobilités douces grâce à une activité logistique importante. Je ne sais pas si je suis... Alors, c'est des sujets qui sont beaucoup discutés en ce moment. Il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de projets intéressants. Le problème, c'est que quand on regarde en volume le transport, il reste très massivement routier, et vraiment très massivement. Et les projets dont je parlais, alors de voies fluviales ou de voies ferrées, sont relativement sous-utilisés par les entreprises. Aujourd'hui, les groupes de la grande distribution ont besoin de livrer en temps et en heure très rapidement des supermarchés. Les groupes du e-commerce ont besoin de livrer en 24 heures des clients. Et il y a cette vitesse-là qui est exigée partout, cette flexibilité-là aussi qui est exigée partout. Elle crée un recours systématique à la route. Le ferré n'offre pas cette possibilité-là de faire partir un camion, un train n'importe quand dans la journée et de ne pas anticiper à l'avance le voyage. Voilà, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, la route, elle est vraiment utilisée dans ce sens-là. Le fait que les entrepôts craignent aussi d'être trop fixes et trop rattachés à un endroit, c'est aussi une problématique. Si on voulait vraiment faire du ferré, il faudrait des entrepôts fixes avec un accès à une gare et le fait que l'activité soit flexible avec beaucoup de variations de volume, beaucoup de mobilité dans des entrepôts, de l'habilité, fait que tout ça devient compliqué puisqu'en fait on est sur des infrastructures qui sont fixes et qui auraient besoin d'un projet de long terme. Projet de long terme, ça veut aussi dire investissement de long terme dans un secteur où on a beaucoup de sous-traitance et pour la grande distribution où les investissements sont vraiment sur des rentabilités à très court terme. Donc il y a une vraie crainte de s'engager, il y a une crainte pour ces groupes-là de s'engager dans des projets de ce type-là. C'est vraiment compliqué à mettre en place. Ensuite, une possibilité de le faire, et ça a été fait parfois, c'est de l'imposer en partie par contrainte, ou en tout cas de mettre en place quelque chose qui soit suffisamment incitatif pour que les entreprises le fassent, et peut-être qu'au final, les entreprises en sont satisfaites, mais c'est pas un mouvement vers lequel les entreprises vont très fortement, très clairement. C'est là que ça nous oblige peut-être à ce que vous ne voulez pas faire, mais un travail de prospective quand même, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a des lignes de force, quoi, des choses qui sont en mouvement, et peut-être que voilà, le besoin de repenser les impacts environnementaux, la santé au travail, enfin, est-ce qu'on va continuer à accepter longtemps pour une entreprise, mais même son engagement sociétal, est-ce qu'on va continuer à accepter ou à considérer comme inéluctable le fait que certains métiers soient associés à des TMS, à des troubles musculo-squelettiques, ou voilà, enfin, peut-être que ce besoin de plus grande flexibilité, de pensée plus large, il va s'imposer finalement. On pense quand même à 10, 15, 20 ans, Non, c'est des sujets dont on discute beaucoup actuellement et c'est très bien. Donc il y a une vraie prise de conscience et il y a des débats importants sur ces sujets-là. Ouais. Ensuite, les transformations dans le concret sont difficiles et elles sont très lentes. Ouais. Et il y a même certaines choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens actuellement. Les évolutions du code du travail, par exemple, actuelles, sur des situations de travail comme celle que je viens de vous présenter, sont assez inquiétantes. On s'inquiète vraiment de comment va évoluer l'emploi logistique du fait des nouvelles réglementations et du fait de la négociation, notamment entreprise par entreprise. On est sur un secteur où il y a
où le syndicat est assez faible. Et nous, dans les groupes qu'on observe, des groupes de sous-traitants qui ont beaucoup recours à l'intérim, voilà, dans certains cas, dans cette situation-là, si la négociation se fait vraiment à l'échelle de l'entreprise, on peut s'inquiéter du devenir de ces emplois et de la façon dont ça va évoluer. Donc on n'est pas seulement positif, même s'il y a un vrai débat, qui est un débat de société qui émerge sur ce sujet-là et que c'est vraiment enthousiasmant. Il y a aussi des inquiétudes d'un autre côté. Nous arrivons au terme de cette audition. Écoutez, c'était passionnant. Nous vous remercions beaucoup. Ça ouvre beaucoup de perspectives. Merci encore. Merci.